Bonjour à tous, je m'appelle Ivana Tchenkova, je travaille comme interprète de conférences freelance depuis 1978 avec le tchèque comme langue A et avec le russe et le français après avoir terminé mes études d'interprétation et de traduction à l'université Charles de Prague. Depuis 1985, j'enseigne aussi à l'Institut de traductologie de cette même université où je suis responsable de la formation des interprètes et surtout du cours Euromaster en interprétation de conférences, le MCI. Parallèlement, je suis aussi active comme interprète de conférences accréditée auprès des institutions européennes et ceci depuis 1993. Aujourd'hui, je voudrais vous parler brièvement de l'interprétation simultanée et consécutive dans un pays de l'Europe centrale dont la langue nationale est une langue de faible diffusion et qui, avant 1989, faisait partie des pays du camp socialiste. Et je voudrais ensuite aussi vous parler de l'expérience avec le retour et le relais dans les institutions européennes. Mais si vous permettez tout d'abord un petit rappel historique et quelques dates. La formation des interprètes en République tchèque, ou plutôt Tchécoslovaquie à l'époque, à l'université existe depuis l'année académique 1963-1964. Et cette année donc, nous avons célébré déjà le 50e anniversaire. Nous avons organisé une grande exposition relatant l'histoire et les activités diverses de notre institut et nous avons invité nos diplômés au vernissage de l'exposition. Je dois vous dire qu'environ 350 collègues sont venus à cette occasion, ce qui est à peu près un tiers de tous les diplômés qui figurent dans notre fichier informatique. L'année 1989, une autre date importante, une année charnière, et surtout le mois de novembre plus précisément. Comme vous voyez, nous allons célébrer cet automne déjà le 25e anniversaire. C'était le moment de la révolution de velours à Prague et des changements politiques profonds en Tchécoslovaquie. Le dissident et l'écrivain Václav Havel devient le président de la République et notre pays retrouve la démocratie pour adhérer 15 ans plus tard à l'Union européenne en 2004. Et donc, nous sommes membres de l'Union européenne déjà 10 ans. Et pour, en 2009, cela fait déjà 5 ans, assurer ensuite la présidence du Conseil de l'Union européenne. Tous ces changements ont complètement bouleversé aussi le marché de l'interprétation. Et pourquoi? Parce que les anciennes organisations et structures internationales socialistes pour lesquelles on interprétait avant 1989 ont disparu, comme par exemple le CAEM, le Conseil d'entraide économique mutuelle, ou par exemple le Pacte de Varsovie. Et de nouvelles combinaisons linguistiques du jour au lendemain ont trouvé leur place sur le marché et aussi de nouveaux débouchés sont apparus. C'était vraiment l'enthousiasme des années pionnières et c'était l'ouverture vers l'Europe et vers le monde en général. Il faut dire qu'avant 1989, il était assez difficile de travailler comme interprète freelance sur le marché tchèque. Et je sais que dans certains pays de cette partie de l'Europe, c'était quasi impossible. Et il était difficile surtout de contacter directement le client. En fait, il fallait être sur la liste des interprètes dans l'une des 2 agences d'interprétation et de traduction qui existaient à l'époque. Et là, si vous permettez, je vais faire une petite parenthèse. Après 1989, ces agences se sont ramifiées petit à petit et actuellement, il y en a à peu près une quarantaine seulement à Prague. Mais bien sûr, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de passer par une agence d'interprète pour travailler comme interprète. Vous contactez directement le client ou bien le client vous contacte. Donc, la situation est complètement différente. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 2 agences d'interprètes avant 1989. Néanmoins, ces 2 agences se faisaient la concurrence. Et il ne fallait pas dire à l'une que vous travaillez aussi pour l'autre. Et le statut de l'interprète freelance était délicat.
car les professions libérales n'étaient pas très bien vues et vous pouviez donc travailler seulement un nombre limité de jours ou d'heures par mois. En fait, la moitié du temps de travail mensuel normal, donc seulement 90 heures. Ensuite, il fallait trouver d'autres astuces pour pouvoir interpréter plus, signer par exemple le contrat au nom de quelqu'un d'autre, etc. Et aucune organisation professionnelle des interprètes en République tchécoslovaque n'existait à l'époque. Ce n'était qu'autour de 1968, avec le dégel politique et le printemps de Prague, que les interprètes ont pu fonder leur organisation qui s'appelait l'Union des interprètes et ils publiaient aussi leur bulletin. Mais très vite, avec les années 70, les années de normalisation, toutes ces activités et associations ont été interdites. Et ce n'est qu'en 1990, donc après les changements politiques, que nous avons pu créer finalement nos associations professionnelles, ASCOT, Association des interprètes de conférences, et IETP, ou GTP à la française, Union des interprètes et des traducteurs. Donc voilà, c'était un bref aperçu de l'histoire de l'interprétation en République tchèque, tchécoslovaque, mais je vous ai promis aussi de parler du retour et du relais. Donc l'interprétation de conférences simultanée et consécutive vers la langue B, donc le retour, était quelque chose de tout à fait courant dans les pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est dès l'émergence de cette profession après la Deuxième Guerre mondiale. Les raisons étaient certes politiques, il ne faut pas se le cacher, mais parfois il s'agissait aussi tout simplement d'une nécessité due au manque d'interprètes ayant d'autres langues A que la langue officielle du pays. Je suis sûre qu'il en est de même dans d'autres régions de notre planète dont les langues ont une faible diffusion à l'échelle internationale. Mais ne voulant pas parler de la situation dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, faute d'informations précises, regardons un peu plus en détail le cas de la Tchécoslovaquie ou de la République tchèque. Sur le marché local de l'interprétation, il était donc tout à fait naturel que l'interprète travaille pour son client dans les deux directions, vers sa langue maternelle et vers la langue étrangère. Donc on parle de l'interprétation bidirectionnelle. Et le retour, comme je l'ai déjà dit, était quasi obligatoire pour pouvoir survivre en tant qu'interprète sur le marché, que ce soit pour le client privé ou les autorités publiques. En outre, le client tchèque était très critique et exigeait, en ce qui concerne la qualité de la langue maternelle, sous-entendu la langue tchèque. Donc, l'interprète devait avoir un très bon niveau de sa langue maternelle quand il travaillait pour les clients tchèques. Par contre, le client étranger, à l'époque, se trouvant en République tchèque, était assez indulgent quant à la qualité de la langue de retour. Il était en fait reconnaissant que l'on puisse lui assurer une interprétation vers sa langue. Mais néanmoins, nous constatons que les règles du marché existaient et fonctionnaient déjà, même dans un régime socialiste avec une économie planifiée. Le client voulait débourser le minimum d'argent pour une interprétation de qualité avec un minimum d'interprètes. Et parallèlement, il faut avouer que très peu d'interprètes tchèques comptaient dans leur combinaison linguistique des langues de travail passives, des langues C, ou bien leur éventail était assez restreint. Et donc les interprètes faisaient le retour aussi quand ils travaillaient en cabine lors des conférences internationales sur place, mais aussi en interprétant en mode consécutif, par exemple les négociations et les entretiens de haut niveau politique, car la délégation étrangère arrivait d'habitude sans interprète, le tchèque étant une langue de faible diffusion, et les interprètes avec une langue B tchèque étaient assez rares. Et donc, même si vous interprétiez par exemple pour deux présidents, et ici vous voyez la photo
avec Václav Havel, le président de la République tchèque, et Boris Yeltsin, le président de la Fédération russe, en 1993, vous travaillez dans les deux directions. Vous faisiez le retour ici vers le russe. Vous pouvez bien sûr me dire que cette situation n'est néanmoins pas exceptionnelle. Oui, bien sûr, car même au sein de l'Union européenne, quand vous interprétez des rencontres bilatérales, vous êtes d'habitude l'unique interprète. Ici, je vous montre la photo qui date de 1994 avec Jacques Delors, qui était à ce moment président de la Commission européenne, et Václav Klaus, qui était Premier ministre de la Tchéquie à l'époque, et le retour étant vers le français. Donc, lorsqu'une conférence internationale avec l'interprétation simultanée et plusieurs langues de travail était organisée en République tchèque, l'équipe locale utilisait le retour, mais assurait surtout et aussi très souvent le relais. Et la cabine qui assurait le relais travaillait à partir d'une langue étrangère. Par exemple, l'orateur qui parle en français, donc la cabine interprétait du français vers le tchèque, comme langue A de toute l'équipe des interprètes. Et les autres cabines se connectaient sur cette cabine et ensuite interprétaient à partir du tchèque, qui était donc leur langue A, vers leur langue B respective pour les participants étrangers dans la salle. Je suis consciente que du point de vue du pivot, BA ou CA, c'est une situation classique du relais tel qu'il est pratiqué sur le marché de l'interprétation à l'Ouest, ou bien dans les institutions internationales et européennes. Néanmoins, pour les interprètes ayant des langues de faible diffusion, la situation dans les enceintes européennes est maintenant tout à fait différente. J'explique. Quand nous servons de relais, nous travaillons vers notre langue B. Donc, en fait, nous faisons en plus le retour. Et là est toute la nouveauté de la situation. Le retour est destiné donc non seulement aux délégués dans la salle, mais surtout, c'est un relais aux autres cabines qui en dépendent pour faire passer le message à tous les participants dans la salle, dans les langues respectives. Et le pivot doit prendre en compte les possibles lacunes culturelles de ses collègues interprètes. Les idées doivent être transmises de manière claire, cohérente, logique et univoque. Les phrases doivent être bien structurées, toujours achevées, l'intonation indiquant bien la fin des unités de sens, plus il faut avoir un esprit d'équipe et de solidarité. Et j'avoue que cette double responsabilité provoque un stress supplémentaire du retouriste et une fatigue prématurée et plus marquée. Et donc la qualité du retour est aussi la principale pierre d'achoppement entre les partisans du bidirectionnalisme et ceux de l'unidirectionnalisme. Mais aujourd'hui, l'interprétation simultanée vers la langue B est devenue une pratique courante partout, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, dans toute notre société contemporaine, mondialisée et informatisée. D'une part, nous avons la domination de l'anglais, d'autre part, le multiculturalisme et le multilinguisme. Et tout ceci exige des interprètes qui sont capables de faire face à des situations multiples. Et dans ce cas, le retour est souvent la seule solution appropriée et justifiable. Il faut dire que diverses écoles de pensée soutiennent des théories traductologiques parfois divergentes. Accepter de former ou de ne pas former des interprètes ayant le retour. Les écoles d'interprètes maintenant reconnaissent ces défis et la réalité du marché de l'interprétation et mettent en place des cours spéciaux où elles enseignent les techniques nécessaires pour pouvoir assurer un retour de qualité. Toutes mes réflexions n'ont pas pour objectif de s'attarder en détail sur les aspects théoriques du processus d'interprétation simultanée en général, car cela a été très bien traité par d'autres auteurs comme
Danisa Seleskovic et Marianne Lederer, Daniel Gilles, Geli Vassilievitch Chernov, Barbara Moser-Mercer ou Franz Perraker, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. Je peux constater avec tous ces auteurs et collègues que la réexpression du sens ainsi que le contrôle auditif de cette production en langue B demande plus d'efforts cognitifs de la part de l'interprète que lorsqu'il travaille vers sa langue A. En revanche, la compréhension du discours original dans la langue A de l'interprète, l'analyse de son sens et la conceptualisation du message sont ici moins exigeants en termes de capacité cognitive que dans la direction inverse BA. En guise de conclusion, je me permettrai de dire que la formation des futurs interprètes devrait, elle aussi, prendre cette situation en compte, que ce soit pour l'enseignement de stratégies spécifiques de l'interprétation vers la langue B, mais qui doit être une vraie langue B des étudiants, mais aussi à partir des langues C, qui doivent être toutes bien maîtrisées, ou bien pour travailler à partir des orateurs qui ne sont pas toujours des locuteurs natifs, pour pouvoir s'habituer aux divers accents et styles, sans oublier que le rôle principal de l'interprétation est de faire passer et de transmettre le sens du message et l'intention de l'orateur. Je répète encore une fois, c'est surtout la qualité de l'interprétation, que ce soit vers la langue A ou B, qui doit être la préoccupation majeure dans toutes les discussions à ce sujet. À bientôt. Merci.